aussi les États-Unis. Et là, c'est paradoxal, parce que vous allez me dire, aux États-Unis, la religion est omniprésente, on doit prêter serment sur la Bible, etc. C'est vrai, la religion est omniprésente. Mais, d'ailleurs, au passage, dans les tribunaux, vous pouvez prêter serment sur le texte que vous voulez. Mais au passage, en réalité, ce qui est très étonnant, c'est que bien que la religion soit omniprésente, l'administration fédérale est très strictement séparée des religions. Par exemple, vous n'avez aucune subvention publique qui soit possible pour des écoles privées. Et puis après, vous avez l'Uruguay ou le Japon, qui sont, là sur le coup, très proches, enfin en tout cas bien proches de nos systèmes. Vous le savez, c'est la Révolution française qui a fait émerger la laïcité comme une liberté qui est fille des Lumières, du mouvement des Lumières. Parce qu'effectivement, dans le mouvement philosophique des Lumières, il y a eu des thèmes fondateurs, intellectuels et culturels de la laïcité, même si le mot laïcité n'existait pas encore et n'était pas employé. Et beaucoup de ces thèmes viennent en fait de la pensée du philosophe anglais John Locke, qu'il a développé en particulier dans sa Lettre sur la tolérance de 1689, soit un siècle avant la Révolution française. On pourrait également parler de Spinoza, qui, plus d'un siècle avant la Révolution française, parlait déjà de la séparation des pouvoirs, et en particulier entre l'État et les organisations religieuses. Après, vous avez les textes juridiques, et eux, ils apparaissent également plus tôt qu'on ne le pense. En août 1789, vous avez Jean-Paul Rabot-Saint-Étienne, fils du pasteur Paul Rabot, qui défend la liberté de culte, et qui demande son inscription dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors la liberté de culte ne sera pas strictement énoncée, mais c'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est une des bases aujourd'hui de la laïcité française, qui constitue une grande avancée, qui déclare « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Ce texte, évidemment, est toujours en vigueur. Vous avez ensuite le décret de François-Antoine de Boissy-d'Anglas en 1795, qui va instituer pour la première fois l'exercice de tous les cultes et la séparation des églises et de l'État, en disposant que l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé et que la République n'en salarie aucun. Et ça, c'est majeur, parce que finalement, vous voyez, dans ces deux articles, on trouve quasiment à l'identique les termes qui seront inscrits dans la future loi du 9 décembre 1905, plus de 110 ans plus tard. Et pourtant, après ces textes majeurs, vous avez un 19e siècle qui va connaître des avancées et des reculs importants de la laïcité. Ça va être par vagues successives. En tout cas, il va y avoir un vrai combat entre deux Frances. Et ça s'exacerbera, à la fin du 19e et au début du 20e. En 1801, vous avez Napoléon Bonaparte qui signe le Concordat et qui fait du catholicisme non pas la religion de l'État, mais néanmoins celle de la majorité des Français. À la Restauration, quand le roi revient, le catholicisme redevient la religion d'État. Puis le dernier roi des Français, Louis-Philippe, revient néanmoins quand même à la religion de la majorité des Français. En 1833, vous avez la loi Guizot, qui autorise les particuliers à organiser les écoles primaires. Et là, vous avez une timide notion de laïcité qui va être introduite, timide, à son article 2, puisque la participation à l'instruction religieuse catholique, de fait, n'est plus obligatoire. Elle est laissée à la seule responsabilité du père de famille. En revanche, en 1850, là, vous avez un recul. Vous avez un recul avec la loi Fallou, puisque cette loi va accorder une place considérable à l'enseignement privé catholique, qui est dit libre, mais en fait catholique. Et donc cette loi donne une grande part à l'Église catholique romaine dans l'organisation de l'enseignement. Les évêques siègent de droit au conseil d'académie, l'école est surveillée par le curé conjointement avec le maire, et un simple rapport du maire ou du curé peut permettre à l'évêque de muter un instituteur à sa guise. Il y a aussi les préfets quand même qui peuvent révoquer les instituteurs. En 1881 et en 1882, vous avez les célèbres lois Ferry, qui là, en revanche, vont constituer une avancée majeure de la laïcité. Déjà, elles vont remettre très fortement en cause de nombreux éléments de la loi Fallou. La loi de 1881 va, vous le savez, rendre l'enseignement primaire gratuit. Et celle de 1882, qui est encore plus au fondement de la laïcité scolaire d'aujourd'hui, va instaurer l'obligation scolaire de 7 à 13 ans pour les garçons et les filles, et surtout va supprimer des programmes scolaires d'enseignement religieux. Et donc,
Voilà, c'est l'instauration, enfin, de l'enseignement laïque. 4 ans après, vous avez la loi Goblet du 30 octobre 1886 qui complète la loi Ferry en confiant à un personnel exclusivement non religieux l'enseignement dans les écoles publiques. Et puis entre 1901 et 1904, à la suite de l'affaire Dreyfus, c'est là que se trouve vraiment exacerbé ce dont je vous parlais, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la guerre des deux France, qui oppose les tenants d'une France catholique, fille aînée de l'Église, et ceux d'une France se réclamant de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et d'une France qui se veut plurielle, diverse, et qui veut donc séparer les organisations religieuses de l'État. C'est à ce moment-là qu'il y a des tensions très vives au sein même de la population sur ces questions-là. Et craignant que les oppositions politico-religieuses écornent la liberté de religion et surtout divisent profondément la population, Georges Clemenceau, qui était pourtant un partisan très fort de l'État laïque, va déclarer en 1903 à la tribune du Sénat, pour essayer de calmer le jeu, « Je repousse l'omnipotence de l'État laïque parce que j'y vois une tyrannie. La séparation de l'Église et de l'État doit avoir lieu dans des conditions de libéralisme telles qu'aucun des Français qui voudront aller à la messe ne puisse se trouver dans l'impossibilité de le faire. » Et puis, finalement, après plus d'un siècle de lutte, après des avancées et de recul de la laïcité, vous avez la célèbre loi du 9 décembre 1905 qui concerne la séparation des églises et de l'État, et dont on fête d'ailleurs cette année les 110 ans. C'est une loi de compromis conclue essentiellement grâce à la détermination d'Aristide Briand, bien entendu, père de cette loi, mais aussi de Ferdinand Buisson, qui était le président de la commission qui l'a élaborée, et bien sûr de Jean Jaurès. Ce sont ces trois personnes un petit peu ce qu'on définit souvent comme les pères fondateurs de la laïcité française, et ils font prévaloir une conception de la laïcité dite libérale, c'est-à-dire ni anticléricale ni anti-religieuse. Ils défendent donc, et ça a été dit tout à l'heure, une loi de liberté. Et à l'intérieur de l'Église catholique française, effectivement, ça a été dit, le courant de ceux qui veulent un accord l'emporte finalement sur ceux qui veulent mener le combat contre la laïcité. Cependant, le Vatican va en effet rompre ses relations diplomatiques avec la France, va refuser cette loi, ne pas l'admettre, et les relations diplomatiques ne reprendront qu'en 1921. Mais donc, je voulais un peu exposer avec la citation de Clemenceau tout à l'heure. Pourquoi il y a eu cette citation? Il y a quand même de fortes divergences à ce moment-là entre partisans de la laïcité. En fait, il y a des divergences entre diverses conceptions de la laïcité, déjà. Et donc, vous avez par exemple la ligne de Maurice Allard, qui est député du Var, et qui n'est pas d'accord avec la ligne de Aristide Briand sur cette loi de liberté. Lui, il proclame: pour nous, libres penseurs, la séparation que nous voulons ne peut être que celle qui amènera à la diminution de la malfaisance de l'Église et des religions. Je m'étonne qu'au moment où nous entreprenons contre l'Église le combat décisif, on nous demande de déposer les armes et d'offrir à l'Église un projet libéral tel que même elle n'aurait jamais osé le souhaiter. Et Aristide Briand y répond très clairement. Il répond: vous ne voulez pas la séparation de l'Église et de l'État, mais la suppression de l'Église par l'État. Au lieu d'avoir une Église libre dans un État libre, vous voulez une Église soumise dans un État fort. Monsieur Allard appelle l'État au service de la libre pensée et lui demande de mettre l'Église dans l'impossibilité de se défendre. Et pourtant, Aristide Briand n'était pas du tout un partisan, un défenseur de l'Église catholique. Et simplement, il voulait trouver ce consensus et surtout éviter de déchaîner les passions religieuses. Parce que lors des débats parlementaires, d'autres soutiens à Allard s'expriment, comme Charles Chabert ou Émile Combes, et eux demandent d'interdire les processions religieuses, ainsi et surtout que le port de vêtements religieux dans la rue, comme le voile des religieuses ou les soutanes. Et évidemment, ça prend un singulier écho dans nos débats actuels. Et Aristide Briand, là, il répond encore très clairement. Déjà, il dit qu'il s'agirait d'une atteinte inacceptable à la liberté de conscience, et ce alors même que la loi de 1905 doit être une loi de liberté. Ensuite, il déclare avec un peu plus de fermeté, mais aussi avec ironie: le silence du projet de loi à ce sujet n'a pas été le résultat d'une omission, mais bien au contraire d'une délibération mûrement réfléchie. Il a paru que ce serait encourir, pour un résultat plus que problématique,
leur reproche d'intolérance, et même s'exposer à un danger plus grave encore, le ridicule, que de vouloir, par une loi qui se donne pour but d'instaurer dans ce pays un régime de liberté, imposer l'obligation de modifier la coupe de ses vêtements. Et à propos de la soutane, qui était l'obsession de l'époque, il répondait, et pourtant à l'époque, il faut savoir que c'était religieux mais aussi très politique, c'était beaucoup plus prégnant qu'aujourd'hui. Il répondait, la soutane une fois supprimée, M. Chabert peut être sûr que si l'Église devait y trouver son intérêt, l'ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs aurait au fait de créer un vêtement nouveau qui ne serait plus une soutane. Donc vous voyez, ça rejoint beaucoup nos sujets. Et plus récemment, on peut rappeler les épisodes de ce que l'on a dénommé la guerre scolaire. En 1951, les lois dites Marie et Barranger accordent les premières subventions publiques aux établissements d'enseignement catholiques, notamment à travers des bourses scolaires. En 1959, vous avez la loi Debré qui pose le principe du caractère propre des établissements privés sous contrat et le principe que les écoles privées ayant un financement public doivent accueillir tous les élèves et doivent respecter les règles et les programmes de l'enseignement public dans le respect total de la liberté de conscience. En 81, vous le savez, Alain Savary, alors ministre de l'Éducation nationale, propose l'instauration d'un service public unifié laïque. Face à cela, vous le savez, il y a eu des gigantesques manifestations en 84 en faveur de l'école libre, enfin dite libre, c'est-à-dire l'école privée, et donc ce projet n'a pas abouti. Et puis en 2009, vous avez la loi dite Carle, qui oblige les communes dont les enfants sont scolarisés dans des établissements privés hors de leur territoire à contribuer à financer ces écoles lorsqu'il n'y a pas d'établissement public dans la commune d'origine. C'est cette loi qui reste sans doute la plus contestée. Donc on le sait, si la question scolaire n'est pas la seule, elle est évidemment très présente dans le débat sur la laïcité. Et le 18 septembre 1989, naît la très célèbre affaire du foulard. Le principal d'un établissement scolaire de Creil interdit à 3 jeunes filles musulmanes d'assister aux cours parce qu'elles portent le foulard. Beaucoup de débats ont suivi. Le ministre de l'Éducation nationale d'alors, Lionel Jospin, veut résoudre cette difficulté par le dialogue. Mais là encore, il y a un combat idéologique à l'intérieur même du camp laïque, qu'il soit à droite ou à gauche, mais aussi à l'intérieur même de la gauche qui est alors au pouvoir, entre les partisans de l'interdiction et les partisans du dialogue. Et donc Lionel Jospin saisit le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui rend un avis le 27 novembre 1989, dans lequel il estime que le port d'un signe religieux à l'école n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, à la condition qu'il ne soit pas ostentatoire ou revendicatif. Ostentatoire. Après, on passera ostensible et j'y reviendrai. Cela n'éteint pas le débat. C'est un débat qui se prolonge en 2003, avec une mission parlementaire présidée par Jean-Louis Debré, et puis par la fameuse commission Stasi, et le rapport qui est conclu, et qui considère qu'il y a nécessité d'une loi pour clarifier la situation. Il avait fait d'autres propositions, mais c'est seulement celle-ci qui a été retenue. Après, on peut aussi évoquer la loi de 2010 sur l'interdiction de la dissimulation du visage en public. Mais là, il faut être très clair. Cette loi ne concerne pas le principe de laïcité. D'ailleurs, ça a été dit. Cette loi ne découle pas du principe de laïcité, mais découle simplement du principe de sécurité publique. Et d'ailleurs, même si clairement elle ciblait le voile intégral, elle concerne bien au-delà, elle concerne toute dissimulation du visage, que ce soit avec un casque ou avec une cagoule. Alors j'en viens maintenant au second enjeu de la laïcité, c'est celui de la pédagogie de la laïcité, celui de son explication concrète. Parce que donc, on l'a dit, la laïcité, on ne sait pas toujours ce qu'elle est. On constate des difficultés à la définir, on constate des difficultés à la pratiquer. C'est justement, sans doute, parce qu'elle doit se vivre au quotidien. En tout cas, la laïcité, elle repose sur 3 principes. La liberté de conscience et la liberté de culte. La séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Et l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur croyance ou leur conviction. Donc la laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs convictions. Elle assure aussi bien le droit de changer de religion que le droit d'adhérer à une religion ou que le droit de ne pas en avoir, évidemment. Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion. C'est l'espace de l'État, des collectivités locales, des services publics, les bâtiments, les locaux,
Et là, les bâtiments, les façades, les murs, et les agents publics, et tous ceux qui sont délégataires d'un service public, qui concourent à une mission de service public, sont soumis à la neutralité, parce qu'ils représentent l'administration. Mais pas les usagers, pas les citoyens, qui, eux, par la laïcité, voient leur liberté de conscience garantie. Alors évidemment, là, il y a le cas particulier des élèves, on y reviendra. Ensuite, il y a l'espace social. C'est l'espace où l'on travaille ensemble, c'est l'entreprise ou l'association, par exemple. Et là, dans cet espace, la liberté de conscience y est également garantie, mais sous plusieurs réserves. Sous réserve d'absence de prosélytisme, sous réserve de respecter les règles d'hygiène et de sécurité, mais aussi de respecter la bonne marche, le bon fonctionnement de l'entreprise et de l'association. Et enfin, vous avez l'espace partagé, ce qu'on appelle souvent l'espace public, mais il ne faut pas le confondre avec l'espace administratif. Donc on peut l'appeler l'espace partagé, c'est-à-dire la rue, la place. Et là, la liberté de conscience y est tout à fait garantie, dans les seules limites de l'ordre public. Donc on le voit, les règles qui découlent du principe de laïcité ne s'appliquent pas de la même façon selon l'espace dans lequel on est. En tout cas, la France, république laïque, assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction. C'est l'article 1er de la Constitution. Elle assure ainsi l'égalité des citoyens face au service public, quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur croyance. Et c'est pour ça que le service public ne peut pas montrer une préférence, ne peut pas faire preuve d'une attitude discriminatoire selon l'appartenance ou la non-appartenance, ou même selon l'appartenance ou la non-appartenance religieuse présumée de ses usagers. Les agents publics doivent non seulement ne pas marquer une telle préférence, mais aussi ne pas donner l'apparence d'un tel comportement préférentiel. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'ils portent de signes religieux ou qu'ils aient un signe religieux sur leur bureau ou accroché au mur, par exemple. Mais d'ailleurs, là, il faut rappeler que cette neutralité est plus large que la laïcité. Cette neutralité ne concerne pas que la religion. Elle concerne aussi les idées politiques. En tant que fonctionnaire, vous devez, dans le cadre de vos missions, évidemment, vous assujettir à une parfaite neutralité religieuse et politique. Donc, je l'ai dit, cette neutralité s'applique aux agents du service public et à tous ceux, y compris éventuellement de droit privé, qui sont délégataires d'un service public, mais pas aux usagers, pas aux citoyens, puisque eux, donc, ils se voient garantir par la laïcité leur liberté de conscience. J'insiste un peu là-dessus, mais il y a tellement de confusion sur ce point qu'il est important de le redire. Il y a quand même à préciser la situation particulière des élèves, des écoles, des collèges, des lycées publics, puisqu'effectivement, il s'agit d'usagers. Il s'agit d'usagers du service public de l'éducation nationale. Mais là, les concernant, la loi du 15 mars 2004 leur interdit le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Ce principe d'encadrement des tenues et des signes religieux ne s'applique pas en revanche dans les établissements privés qui, eux, gardent leur caractère propre. Alors cette loi de 2004, elle a été justifiée par la nécessité de préserver les enfants de pressions qu'ils subiraient éventuellement dans l'acquisition des bases du savoir, y compris par d'autres élèves, afin justement qu'ils puissent ensuite faire librement leur choix. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous relisez le rapport de la commission Stasi, vous constatez que la commission avait rappelé que cette loi n'a absolument pas vocation à s'appliquer à l'université. Puisque là, on a affaire à des gens qui ont fait ce choix. À propos de l'école, qui est un lieu de socialisation décisif et qui constitue donc une des clés majeures du vivre ensemble, il faut aussi peut-être aborder la question du port de signes par les parents. Eh bien, la circulaire du 18 mai 2004, relative à la loi de 2004, est claire. Elle précise évidemment que cette loi ne s'applique pas aux parents et qu'elle ne s'applique qu'aux élèves, puisque les parents ne participent pas à l'activité d'enseignement. Et donc la loi ne remet pas non plus en cause les textes qui permettent de concilier l'obligation scolaire avec le droit des parents, s'ils le souhaitent, de faire donner une instruction religieuse à leurs enfants. Mais évidemment, cette instruction religieuse ne peut pas être donnée en concomitance avec l'enseignement de l'éducation nationale. Les parents d'élèves peuvent assister au conseil d'école et au conseil d'administration vêtus comme bon leur semble. Donc ils peuvent porter des signes religieux ou politiques. Mais leur visage ne peut pas être dissimulé, pour des raisons de sécurité évidentes, et en particulier depuis la loi de 2010. Et notamment d'ailleurs quand ils viennent chercher leurs enfants à l'école. Alors après, il y a la question des parents accompagnateurs, sortie scolaire. En fait, le droit est clair, et le Conseil d'État a rappelé la position. Le Conseil d'État a rappelé le principe.
dans une étude que le Conseil a rendue le 19 décembre 2013 à la demande du Défenseur des droits. Je vous le cite, il déclare que l'emploi par diverses sources et pour des finalités diverses de la notion de collaborateur occasionnel du service public, de participant ou de collaborateur ne dessine pas une catégorie juridique dont les membres seraient entre autres soumis à l'exigence de neutralité religieuse. En fait, si on utilise souvent le terme de collaborateur occasionnel du service public, c'est juste pour des raisons d'assurance. Mais effectivement, ces parents, accompagnateurs, ne peuvent voir leur liberté de conscience limitée. Et donc, ils ne sont pas soumis à la neutralité. Et c'est ce qu'a rappelé encore une décision récente du tribunal administratif de Nice suite à ce rappel du Conseil d'État. Et c'est pour cela que la ministre de l'Éducation nationale a rappelé devant l'Observatoire de la laïcité que l'autorisation doit être le principe, l'encadrement, voire l'interdiction, l'exception. Parce que oui, il peut y avoir des exceptions, il peut y avoir un encadrement, voire une interdiction, si vous avez une perturbation. Si par exemple, en amont d'une sortie scolaire, vous avez un parent accompagnateur qui dit « Ah ben oui, mais moi je ne veux pas que mon enfant aille voir tel musée et telle peinture parce qu'elle représente telle personne de telle religion », évidemment, là vous pouvez lui dire ben, « ce ne sera pas possible ». Alors, aujourd'hui, quel est le contexte ? Malgré les attentats du début de l'année, on observe quand même quelque chose de rassurant, c'est que la France reste profondément attachée à ses principes républicains. Mais il est clair qu'en période de crise économique, crise sociale, crise politique, il y a des replis sur soi évidents. Il y a des replis sur des valeurs traditionnelles, il y a des replis sur des valeurs religieuses plus rigoureuses, il y a surtout des replis à caractère identitaire, il y a parfois des pratiques religieuses complètement réinventées, et il y a parfois des pressions communautaristes, voire des provocations contre la République, mais qui elles-mêmes sont beaucoup plus médiatisées qu'auparavant. Et tout cela, en particulier dans des zones périphériques ou dans des quartiers trop longtemps laissés à l'écart, où le sentiment de relégation sociale est extrêmement fort. En parallèle de cela, il y a une forte crispation autour de la visibilité religieuse et de toute expression religieuse, et ça essentiellement dans l'Hexagone, beaucoup plus que dans les Outre-mer par exemple. Sans doute parce que dans les Outre-mer, il y a un vivre ensemble beaucoup plus ancien, il y a une diversité plus forte. Et donc il y a une tension, il y a des conflits internationaux en plus qui ne sont pas étrangers à cette tension, et à cela se rajoute la situation économique et sociale. Mais en fait, on touche ici à plusieurs difficultés qui en réalité ne sont pas toujours liées à la laïcité. Parce que de fait, ça a été dit aussi, la laïcité est trop souvent utilisée pour répondre à tous les problèmes de la société. Ça devient un peu un concept fourre-tout pour définir des situations qui relèvent bien souvent d'une multitude de champs, de la lutte contre le terrorisme, de l'incivilité, de la sécurité publique ou de l'intégration. En fait, ces sujets ne sont pas directement liés à la laïcité. Simplement, et ça c'est vrai, pour garantir son effectivité, la laïcité a besoin de mixité sociale et a besoin d'une lutte constante contre toutes les inégalités et contre toutes les discriminations, quelles qu'elles soient urbaines, qu'elles soient sociales, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient de genre ou qu'elles soient ethniques. Ça c'est majeur. La commission Stasi le rappelait dès 2003, mais ça n'a jamais été dit. Et Jean Jaurès l'affirmait déjà en 1904 lorsqu'il déclarait « La République doit être laïque et sociale, elle restera laïque si elle sait rester sociale ». Mais on le sait, la situation actuelle ne favorise pas le vivre ensemble. Il y a une ségrégation sociale très forte, il y a des jeunes sans emploi, il y a une société inégalitaire, il y a des comportements discriminatoires, il y a un manque de perspective, il y a un manque d'idéal, et il y a une défiance toujours plus grande. Aujourd'hui, selon certains sondages, pour 79% des Français, on n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres. C'est pas très réjouissant. Donc j'en viens maintenant au constat qu'établit l'Observatoire de la laïcité semaine après semaine au cours de nos nombreux déplacements à travers la France et que nous confirment nos multiples remontées de terrain, qu'elles soient administratives ou qu'elles soient associatives, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques. Parce qu'on ne veut pas avoir des remontées que de l'administration évidemment. On va avoir des remontées très larges, donc également de toutes les associations privées et de tout horizon. Et nous-mêmes, on se déplace toutes les semaines, plusieurs fois par semaine sur le terrain. Alors, quel est le constat? C'est que la laïcité, à notre sens, n'est pas une citadelle assiégée. Il y a des problèmes, il y a des affaires qui ont un très fort retentissement médiatique, mais cela reste assez rare, même franchement rare. Et plutôt, déplacement après déplacement, on fait plutôt le constat rassurant
d'une volonté constante de dialogue et de solutions en bonne intelligence. Mais c'est sûr qu'à l'heure des chaînes d'information en continu, de l'Internet, des réseaux sociaux, le traitement de ces questions, par les médias, mais aussi par certains élus de la République, malheureusement, de toutes ces questions qui touchent à la religion et au principe de laïcité, ce traitement manque cruellement de recul et d'impartialité. Et donc nous avons demandé aux médias, ainsi qu'aux élus, la plus grande vigilance dans le traitement de tous les sujets touchant au principe de laïcité. C'est pas gagné. Je vous assure que c'est pas facile tous les jours. On essaye de discuter avec les journalistes tous les jours sur ces questions. C'est pas toujours simple, notamment par exemple d'éviter d'avoir une photo de burqa prise en Syrie quand il s'agit de parler du foulard, ce qui n'a absolument rien à voir. Mais ce genre de choses, c'est quand même un vrai problème. On fait aussi ce travail auprès des élus. Je me souviens, il y a plus d'1 an, on avait envoyé un guide pour les élus locaux. À l'époque, l'Association des maires de France nous disait « ça sert à rien, il n'y a aucun problème ». Depuis les attentats, ils veulent faire un guide, alors qu'on l'a déjà fait. Donc vous voyez, il y a quand même une instrumentalisation de cette question qui pose question. Et il faut être très vigilant sur ce traitement de ces questions, parce que les amalgames sont bien trop nombreux, et parce que ce sont eux, en fait, qui font le lit de l'intolérance, du repli communautariste, et qui ensuite se traduisent par une inquiétante recrudescence des actes à caractère confessionnel, des agressions à caractère confessionnel. Et donc l'Observatoire de la laïcité se veut pédagogue, en apportant des réponses concrètes aux problèmes qui se posent sur le terrain. Une de nos premières tâches a ainsi été d'éditer des guides pratiques, tout simples, tout petits, qui permettent de répondre à toutes les problématiques de terrain en lien avec la laïcité ou le fait religieux. On en a fait un sur les collectivités locales, qu'on vient de réactualiser d'ailleurs. Nous en avons fait un sur la gestion du fait religieux et la laïcité dans les structures socio-éducatives, dans les associations, dans les mouvements d'éducation populaire, même si des mouvements avaient fait un énorme travail sur ces questions, notamment la Ligue de l'enseignement. Et on en a fait un aussi, même si ça ne concerne pas strictement la laïcité, sur la gestion du fait religieux dans l'entreprise privée. Dans le privé, ce n'est pas la laïcité qui s'applique, mais il y a besoin de pédagogie sur la gestion du fait religieux. On l'a vu notamment avec l'affaire Babilou. Donc on répond à des questions, par exemple, comme le port de signes religieux par qui, ou comment, les processions religieuses, la gestion des cimetières, les subventions aux associations, la restauration scolaire, le prosélytisme, la gestion dans une entreprise ou dans une association de demande de salles de prière, de demande de congés, etc., etc. Dans le secteur privé, en tout cas, il y a un point commun aux réponses qui doivent être apportées, c'est la justification objective. C'est-à-dire que le ressenti ou la subjectivité ne doivent pas être des critères. Ça ne peut pas être des critères, parce que s'il n'y a aucun trouble objectif, et si la mission du salarié ou de la salariée est parfaitement remplie, sanctionner ce qui serait alors une simple apparence relèverait de la discrimination. Néanmoins, la manifestation du fait religieux peut être encadrée, voire interdite pour des raisons objectives. Des raisons d'hygiène, de sécurité, ou tout simplement de bon fonctionnement, de bonne marche de l'entreprise et de l'association. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Néanmoins, les réponses existent, mais il est vrai que les acteurs de terrain, quels qu'ils soient, sont encore trop nombreux à se sentir mal outillés. Et donc, il y a un risque toujours de céder à deux attitudes qui vont être incompatibles avec la laïcité. Soit on va tout autoriser, ce qui va effectivement favoriser le communautarisme, soit on va tout interdire, ce qui va là générer de nouvelles discriminations, et qui n'est pas acceptable. Donc il faut trouver le juste équilibre. Et le juste équilibre, ce n'est pas de répondre à un intérêt particulier, mais toujours d'offrir une réponse d'intérêt général dans le cadre des limites posées par la loi. Premier exemple, la restauration scolaire. La meilleure des solutions à notre sens, c'est celle de l'offre de choix. Ça peut être des plats de substitution, et encore mieux à notre sens, c'est repas avec ou sans viande. Parce que ça permet à tous, qu'ils soient croyants musulmans ou juifs, qu'ils suivent un certain régime alimentaire, qu'ils soient végétariens, ou encore tout simplement qu'ils n'aient pas envie de viande ce jour-là, c'est meilleur pour la santé de changer un peu, ben ça permet à tout le monde de manger ensemble. Parce que ce qui est important dans un esprit laïque, c'est que tout le monde mange ensemble. Et c'est bien cela qu'il faut toujours rappeler. Préserver le repas en commun. Un autre exemple, c'est dans une entreprise privée, si un employeur reçoit une demande d'absence en fin d'après-midi. Eh ben, pour y répondre, il ne faut pas savoir, ça ne suppose pas de savoir s'il s'agit d'une raison religieuse, d'une prière, un déplacement à un culte ou que sais-je, d'une raison syndicale, d'une raison politique
ou tout simplement d'une raison personnelle, aller chercher son enfant à la crèche ou à l'école par exemple, il faut uniquement analyser si, de façon objective, l'organisation du temps de travail permet cette absence possible ou pas. En résumé, sur toutes ces questions, y compris les plus sensibles, il faut garder la tête froide. Il faut savoir garder la tête froide. Il faut appliquer le droit avec fermeté, mais avec discernement. Rien que le droit, mais tout le droit. Mais il ne faut surtout pas transformer la laïcité en une série de nouveaux interdits. Déjà, ce serait complètement contraire à l'esprit des pères fondateurs de la laïcité, mais surtout, ça ne pourrait qu'alimenter un discours victimaire et par voie de conséquence, les provocations et les extrémismes tant religieux que politiques. En parallèle de cela, il faut promouvoir la laïcité et toutes les actions renforçant la cohésion sociale. L'Observatoire de la laïcité a émis de nombreuses préconisations en ce sens, qui ont été reprises par l'exécutif. Je pense notamment au développement massif du service civique, au recrutement dans les prisons d'aumôniers musulmans et au renforcement de leurs moyens, puisqu'ils n'en avaient pas, au développement de l'enseignement laïque du fait religieux, ça a été évoqué tout à l'heure, à l'organisation de la journée de la laïcité, de façon avec des jeux un peu interactifs sur ces questions-là, des débats, à la mise en place effective de l'enseignement moral et civique, qui a été traité ce matin, et bien sûr à la multiplication des formations à la laïcité partout sur le territoire, pour tous les acteurs de terrain et pour tous les fonctionnaires. Et il apparaît également nécessaire, à notre sens, d'assurer au sein des programmes scolaires et des politiques culturelles la prise en compte de toutes les cultures présentes sur le territoire de la République. Là, on touche à la question de l'intégration dans le récit national des jeunes Français, qu'ils soient d'origine diverse, d'origine des Outre-mer, d'origine maghrébine, d'origine subsaharienne, d'origine asiatique. Et cette question est majeure, parce qu'elle participe au vivre ensemble et à l'appartenance à la République. Il faut que tous les jeunes Français se sentent français. Et pourtant, de fait, toutes ces cultures et toute cette diversité qui ont permis de construire une histoire commune et qui ont façonné la France ne sont pas suffisamment traitées. Et le discours de Nadine Morano en dit quelque chose. Notre pays est encore présent sur les 5 continents, et son histoire est empreinte de cultures créoles, africaines, asiatiques et de bien d'autres. Il y a des personnalités de toutes origines qui ont participé à ce qu'on appelle le récit national. Trop peu de personnes connaissent pourtant, par exemple, l'émir Abdelkader, Déo Ventry, Léopold Sédar Senghor ou Henri Sidant Barome, qui sont 4-5 personnes qui ont des origines, des religions très différentes, et qui pourtant toutes ont participé à l'histoire de France, et à des niveaux très importants. Pour conclure, rappelons que la laïcité n'est pas un simple cadre administratif. C'est un principe constitutionnel, bien établi et défini par le Conseil constitutionnel. Encore en 2013, le Conseil constitutionnel a pu définir constitutionnellement le principe de laïcité. Donc un recours excessif à la loi n'est à notre sens pas souhaitable. Parce qu'en réalité, et ça a été dit, le droit permet déjà de répondre à toutes les difficultés qui entourent la gestion du fait religieux et la laïcité. Sauf qu'en France, on a trop souvent tendance à croire que tout se règle par la loi. Mais l'Observatoire de la laïcité, qui, je le rappelle, est transpartisan, même s'il est rattaché au gouvernement, il est transpartisan, est une instance qui ne veut pas céder aux lois d'émotion. Et on préfère appeler avant tout à la formation, à la pédagogie et à l'application du droit existant. Ça peut paraître abstrait, mais à notre sens, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire parce qu'il s'agit d'expliquer pour apporter des réponses concrètes sur le terrain, bien loin des discours seulement incantatoires. Alors certes, la loi du 9 décembre 1905 est ancienne, elle a 110 ans cette année, la société n'est plus la même, c'est vrai, mais en réalité, quand vous relisez les débats parlementaires, vous vous rendez bien compte que les législateurs de l'époque voulaient faire une loi qui s'adapte à l'évolution de la société. Et c'est le cas. C'est une grande loi d'équilibre qui s'adapte à cette évolution parce que justement elle a posé un cadre général, elle a posé des limites qui sont intangibles et qui sont très claires. C'est donc la liberté de conscience, l'indépendance stricte de l'État et sa neutralité, le respect de l'ordre public et de la liberté d'autrui. Ces limites, elles sont toujours là, elles sont posées, et il n'y a pas besoin de les modifier. Donc la laïcité, c'est la clé de la construction de la citoyenneté qui fait de chacune et de chacun d'entre nous, au-delà de nos appartenances, au-delà de nos origines, parce qu'on a le droit d'avoir des appartenances distinctes dans notre vie, mais ça fait de chacun d'entre nous, malgré ces appartenances, des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Elle nous permet d'aller au-delà de nos différences, de les dépasser tout en les respectant et même en faisant
une richesse.